Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Trop mauvais comme DVD, il aurait pu être meilleur, en particulier sur le travail, sur le sonore, puisque le film est de 1932 et que nous sommes au tout début du parlant et que, évidemment, pour avoir une qualité parfaite, il lui fallu constamment restaurer le film et en particulier dans sa partie sonore. Il n'empêche que malgré tout, pour ceux qui voient le film pour la première fois, vous vous rendez compte que c'est un film qui a une force et une importance quand même très grande. Bon, alors, juste sur la même question, ceux qui voient le film pour la première fois, oui, bon, alors, donc quasiment tout le monde. Ceux qui l'avaient déjà vu, oui, 3 personnes, bien. Alors, dans l'œuvre de Fritz Lang, je vous rappelle quand même quelques mots sur Fritz Lang. Il est autrichien d'origine, né à Vienne. Euh, il va venir, bon, il fera la guerre de 14-18 évidemment, enfin, il sera blessé et même décoré en 1917 par les Autrichiens, et à ce moment-là rentrera dans le monde du cinéma, d'abord en Autriche, et ensuite va à Berlin à partir de 1917-18, et va devenir l'un des 3 grands cinéastes allemands de l'époque, c'est-à-dire avec Murnau et Lubitsch. Euh, quand arrive le cinéma parlant, il va tourner un film qui reste aujourd'hui peut-être le film qui le fait connaître de par l'univers, c'est-à-dire avec M, ou dit en français M le Maudit, en 1931, qui précède ce film, et en 1932, il fait Ce M'abuse, qui est son deuxième M'abuse. C'est-à-dire qu'en 1921, il va tourner un premier M'abuse en deux épisodes, 2 films d'1 heure et demie chacun, donc ça fait un diptyque. Ce premier M'abuse étant une sorte de transcription sur ce qui est en train de se passer en Allemagne juste après la guerre, c'est-à-dire la dépression, plus que la dépression, le marque, l'inflation totale, la panique, la famine, etc. Bref, un personnage mythique, tout à fait dans l'esprit des feuilletons 1910, c'est-à-dire en France, mettons Fantomas, ou enfin des mythes comme ceux-là, qui sont des personnages d'une certaine façon abstraits sur l'idée du crime dominant la société et menant la société. Alors, en Allemagne, donc, Lang va s'intéresser à ce docteur Mabuse et faisant donc un film en 1921 sur ce docteur Mabuse. C'est le personnage du vieux, enfin de ce docteur Mabuse que l'on voit sur l'écran dans le que, enfin, l'écran dans l'amphithéâtre où le professeur Baum montre justement ce docteur Mabuse. Et ce docteur Mabuse étant devenu fou à la fin du premier film, Lang ne le fait pas ressusciter, il va transmettre son pouvoir maléfique, comme vous l'avez vu dans le film, à un autre personnage qui est le psychiatre et qui va prendre la place. Et Lang va faire un troisième Mabuse en 1960, qui va être son dernier film d'ailleurs, et qui va, lui, être très intéressant parce qu'il va rendre compte de la société allemande, donc et aussi de la société d'aujourd'hui, enfin des années 60, américanisée, et donc comment, là encore, un autre transfert de Mabuse veut continuer la pensée de Mabuse sur comment dominer le monde, posséder le monde et aller mener le monde jusqu'à son autodestruction. Euh, Dans ce film-ci, je ne dis pas qu'il est le meilleur Mabuse. Moi, personnellement, j'aime énormément les 3 Mabuse. Ils sont très différents les uns des autres. Mais évidemment, ce Mabuse est
tout à fait capital, puisque je pense que vous y avez pensé pour certains. En 1932, ben, qu'est-ce qui est en train d'arriver en Allemagne? Le nazisme. Et je trouve que quand même, en 1932, vous montrez la montée du nazisme comme ça, ben, c'est une forme de transcription. Et j'avoue que pas beaucoup de cinéastes ont été capables de dire ce qui est en train de se passer et de prévoir, enfin, de prévoir d'une certaine façon. Enfin, la théorie du crime qui est exposée dans le film, c'est quasiment celle de Hitler, celle des nazis en train d'arriver. Et l'organisation qui nous est montrée est tout un renvoi entièrement à la manifestation des nazis en train qui sont en train de prendre le pouvoir. Il ne faut pas oublier que le film est terminé en fin 1932. 2 mois plus tard, et je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est février 1933, Hitler prend le pouvoir. Donc, je vous dire évidemment que le film sera immédiatement interdit par le régime nazi, donc le film ne sortira pas en Allemagne, et que Lang n'a qu'une solution finalement, c'est celle qu'il prendra, c'est de partir d'Allemagne et d'aller en Amérique d'abord de passer en France où il fera un film qui a l'Hélium, et ensuite de partir aux États-Unis où il fera une carrière jusqu'en 1957, où il rentrera en Allemagne et finira donc en Allemagne par 2 autres films, donc Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, qui sont encore un diptyque, et Le M'abuse, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, donc le film, en dehors de son côté fictionnel, qui était quand même assez fort, et feuilleton en même temps aussi, qui est tout à fait remarquable, il a un rapport au réel absolument hallucinant, me semble-t-il, tout en étant en effet quand même une œuvre de pure fiction. Et d'une certaine façon, heureusement. Alors là, je vous laisse un peu la parole parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce film. Et en particulier sur la façon tout à fait, enfin très très caractéristique de Lang, comment travailler l'invraisemblance en faisant en sorte que c'est non pas totalement vraisemblable, c'est en donnant une réalité à l'invraisemblance. Bon, je vous prends un exemple le plus flagrant, c'est le moment où notre couple amoureux se retrouve dans cette espèce de local où on l'a enfermé, et ils ont senti, et là c'est le travail du son, mais enfin il n'est pas très très... ils sentent qu'il y a une espèce de rythmique, donc comme on a affaire à un ingénieur, il faut bien rentrer dans comment Lang pense. C'est-à-dire qu'on a affaire à un ingénieur, donc un ingénieur comprend que s'il y a cette espèce de bruit qui est en train d'arriver, il va y avoir une explosion. S'il va y avoir une explosion, finalement, quelle est la solution? Et la solution, c'est peut-être qu'avec l'eau, on va empêcher l'explosion d'être mortelle. Et donc, et même plus, cette explosion va permettre de creuser un tunnel qui va permettre de s'échapper. Et ça, ce sont quand on travaille sur la fiction et qu'on le travaille avec une telle logique, c'est rarissime. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui vont aussi loin dans ce travail-là. Mais le nombre de choses dans le film qui sont travaillées de cette façon-là, à commencer évidemment par un parti pris d'écriture de Lang qui est extrêmement précis, c'est-à-dire que chez Lang, le premier plan produit une action, entraîne obligatoirement le deuxième plan, qui est donc la conséquence ou l'effet du plan précédent, et ce deuxième plan, se transforme lui-même en effet du plan suivant, et donc on a un système un système mécanique de conséquences qui fait que plan à plan, ou plan par plan, on avance jusqu'au plan final. Chez Lang, on va toujours jusqu'au mot fin, Ende, ou The End, ou même en français, quand il fait l'hélium, fin. On va toujours sur le dernier plan. On commence par le premier plan,
et le dernier plan. Et par exemple ici, vous avez quand même une ouverture en 32 sur comment utiliser le son, puisqu'on débute quand même dans le sonore, et cette entrée dans l'imprimerie avec ce bruit sourd de l'imprimerie, quoi, qui est en même temps la manifestation pas de la notion, de la sensation d'angoisse, puisque c'est cette espèce de bruit sourd qui est quasiment cardiaque. Or, Lang et de tous les cinéastes qui a travaillé évidemment le crime et qui a travaillé donc par la même occasion la peur, une certaine forme d'horreur, mais toujours extrêmement intellectualisée, jamais matériellement basse, c'est toujours une horreur très, très mentale, est un cinéaste qui, justement, joue l'angoisse. Par exemple, si vous prenez Hitchcock, qui est un magnifique cinéaste aussi, de la policier, thriller, etc., chez Hitchcock, la peur, ou donc par la même occasion le suspense, est ventral, c'est-à-dire que c'est stomacal, ce qui est normal quand on voit Hitchcock, on comprend bien que c'est quand même la sensation ventrale. Chez Lang, c'est véritablement celui qui traite l'angoisse. L'angoisse en tant que c'est la pression ou l'oppression sur la poitrine qui empêche de respirer. Et Lang travaille son cinéma, son écriture, pour créer cette sensation à la fois de fascination, d'hypnose aussi, puisque c'est quand même un des sujets de fonctionnement de son cinéma. Et ici, l'hypnose est très présente, en plus, elle est même visualisée. Et à travers cela, justement, nous mettre dans la sensation d'angoisse que l'on peut ressentir face au monde, face au crime, face, en fait, et surtout à la présence de l'autre. Parce qu'évidemment, la pensée languienne est une pensée, disons, hautement germanique, donc nécessairement liée à la philosophie. Et il y a chez Lang une idée terrible, qui est peut-être la plus terrible que je connaisse au cinéma, qui est une idée que toute existence, donc toute naissance, se fait sur le désir de vivre, ce qui est évidemment indispensable, mais ce désir de vivre est immédiatement angoissé par le fait que, à partir du moment où on existe, son existence menace obligatoirement l'existence des autres. Donc tout film de Lang sera fait sur l'innocence et la culpabilité, avec cette phrase qui est terrible, pas au début, pas la première partie, c'est-à-dire nous sommes tous innocents d'être coupables, ça tout le monde est d'accord, donc nous sommes coupables d'être innocents. Et nous sommes coupables d'être innocents, ça c'est terrifiant. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité. Et tout film de Lang va obligatoirement se fonde sur un désir, ou le désir de chacun, et en particulier d'un personnage plutôt principal, qui est d'aller au bout de son existence, donc de l'imposer et d'imposer sa vie au détriment de celle des autres. Et ici, le personnage de Mabuse, et sa conception dans les trois films qu'il a, enfin les trois, déjà trois films, même si le premier, ce sont deux films en même temps, l'évolution de la pensée de Mabuse est entièrement faite là-dessus. C'est-à-dire que Mabuse, pour prouver qu'on a, là, on va très loin encore dans le sens philosophique, pour prouver le besoin absolu justement de prouver son existence, qu'il est impossible parce que les autres existent, l'univers lui-même existe, donc l'univers est contre votre existence. À ce moment-là, il n'y a qu'une solution, le néant, et revenir au néant. Donc détruire l'existence. Ce qui est le sujet même de Mabuse et le projet de Mabuse. C'est
une idée est terrible, mais évidemment une idée admirable. Il n'empêche évidemment que Lang a une pensée qu'il faut quand même accepter l'autre, et la plupart des films, même la quasi-totalité des films de Lang, sont faits sur cette idée-là. Quoique dans la fin de son cinéma, c'est quand même beaucoup plus pessimiste. Enfin, encore à cette époque, il a une certaine forme d'espoir, même si, politiquement parlant, cette forme d'espoir qu'il traite encore en 1932 va être terriblement résolue par la politique qui est en train de se faire à ce moment-là. Et ce qui est extraordinaire, enfin, je dis, quand on revoit ce film en pensant 1932, on se dit que enfin, c'est incroyable, toute la pensée d'Hitler est là, quoi. Le phénomène Hitler est là, le phénomène nazi est là. Ce n'est pas direct, et en même temps, il a admirablement compris ce qui était en train de se passer. Et de ce point de vue-là, Lang est aussi un cinéaste tout à fait passionnant, parce que disons que dans le XXe siècle, et en particulier à partir des années 1920-1930, le cinéma, par la plupart des grands cinéastes, est quand même marqué par le XIXe siècle. C'est le seul art qui soit encore fidèle au traitement de l'art du 19e, alors que même déjà la littérature et même le théâtre commencent à passer à quelque chose d'autre. Alors ne parlons pas de la musique ou de la peinture, etc., qui, elle, est radicale et change de siècle, qui accepte la nouvelle pensée scientifique, bref, tout ce qui est de la mécanique, etc. Alors que Lang est le premier cinéaste, en fait, a été réellement du XXe siècle, et entre autres, a travaillé sur ce qui fait le XXe siècle, et entre autres, sur la technique. C'est pas pour rien que chez Lang, tout ce qui est de l'ordre de la technologie, en particulier de la transmission par la technologie, que ce soit le téléphone, mais ça, il n'est pas le seul, on a déjà beaucoup travaillé le téléphone, même au théâtre, à ce moment-là, mais le cinéma en tant que tel, la radio en tant que telle, la mécanique sonore, qui ici, par exemple, le phono, tout ce qui est de l'ordre de la transmission par la parole pour fasciner et introduire une pensée qui domine et qui est une pensée justement tout à fait dictatoriale, tyrannique et qui empêche de vivre, c'est fabuleux. C'est-à-dire que quand même, en 1932, bien sûr que l'autre existe, Goebbels existe, mais l'utilisation de la radio pour véritablement pervertir l'esprit et créer une dictature absolue et une terreur absolue, ben, il le montre. Il le montre déjà, alors qu'on n'est pas encore tout à fait à ce que va devenir le pouvoir d'Asie. Et de ce point de vue, Lang est un cinéaste tout à fait passionnant parce qu'il nous parle du XXe siècle et que justement ce XXe siècle a révélé la puissance de la logique, donc Hegel, et comment cette logique, qui normalement devrait être à l'embellissement de la raison, va au contraire mener à la terreur. Et chez Lang, tout est logique. Et une logique irréfragable et terrifiante par la même occasion. Tout fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous parle le jeu de la mécanique de l'écriture langienne, qui est une écriture de l'ordre du mécanisme automatique, cause, action, cause, action, cause, action, cause, action. On ne peut pas y échapper. C'est, je répète, irréfragable. Et alors, ça donne quoi? Ça donne que, par exemple, un plan va être là, et immédiatement, dès qu'on va dire quelque chose, on va voir immédiatement apparaître. Bon, je vous prends un exemple. Enfin, il y en a plein, il y en a des dizaines. Mais lorsqu'ils sont là encore dans cette espèce de KGB où l'eau va arriver, à un moment, il dit
euh, l'homme m'abuse, enfin je sais plus très bien. Et à ce moment-là, on voit immédiatement, et juste après, enfin pas juste après, à ce moment-là, très précisément, on voit la figure de cette espèce de pancarte qui dessine le personnage qui parle. Et donc on voit Babuse. Et constamment, euh, chaque fois, il y a un effet d'annonce, on nomme Babuse, on nomme un tel, on nomme un tel, immédiatement il apparaît. Une espèce de système, évidemment, qui peut paraître étrange et que Lang réussit je dirais, non seulement à transgresser, mais à sublimer. C'est-à-dire que vous avez toujours là une marche comme ça qui fait que ce sont les choses elles-mêmes qui se mettent en marche. Ce n'est pas les choses, le discours, les personnages qui sont comme ça entraînés les uns après les autres. Et ça, c'est unique dans la façon d'écrire un film. Et c'est pour ça que Lang, je répète, genre, en ce moment, il y a une grande rétrospective, même une intégrale absolue de Lang à la Cinémathèque française. Ça reste un des cinéastes majeurs et, je dirais, moteur du cinéma, car il n'y a pas un cinéaste digne de ce nom qui ne se réfère pas à Lang. C'est quand même un cinéaste indispensable, même si on n'accepte pas ou on ne suit pas son système. Il n'empêche que c'est un cinéaste qui a réellement pensé qu'est-ce que le cinéma. Et entre autres, à partir de l'idée de l'œil même de la caméra. Un objectif, c'est un œil. Un seul, puisqu'il n'y a pas. C'est monoculaire, une caméra. Donc l'œil vise, l'œil regarde, l'œil à ce moment-là veut prendre possession, l'œil hypnotise. Et c'est à partir de ça que Lang travaille. Avec en plus cette idée, alors là, nietzschéenne, parce que le côté Hegel en même temps entraîne aussi celui de Nietzsche. C'est pas pour rien aussi qu'au tout début, vous avez quand même le rapport à Wagner, la Valkyrie, c'est pas innocemment. Le fait que, chez lui, si vous projetez, vous voulez projeter votre volonté. C'est-à-dire que vous voulez projeter ce que vous voyez, non pas par l'œil, mais ce que l'œil veut imposer au monde. Donc, faire que le monde soit soumis à votre regard et à votre volonté. Chez Lang, c'est un combat de volonté. Tout plan est une projection d'un œil, donc d'une volonté, et le plan suivant devient, c'est pour ça que c'est toujours suivi par le personnage qui apparaît à ce moment-là, et la conséquence d'une autre volonté qui veut empêcher la première volonté. Et ça donne quoi? Ça donne à ce moment-là le système du montage, c'est-à-dire que vous avez une projection, ce qui est logique, projection sur l'écran, une projection perpendiculaire et un écran qui est horizontal. Donc une surface qui imprime la volonté dans le plan. D'où l'admirable construction des plans chez Lang, qui est une construction véritablement architecturale. On reçoit cette volonté-là, et à ce moment-là, l'autre volonté veut prendre cet espace et occuper cet espace. C'est-à-dire, il en fait, si vous voulez, ce combat dont je vous parlais tout à l'heure, il en fait le sujet même du combat de sa mise en scène. La mise en scène est faite là-dessus. Elle est faite sur un plan, contre-plan, etc. Alors vous avez des plans magnifiques, par exemple. Il y a un des plans que je trouve parmi les plus beaux du film, et je sais qu'il y en a, c'est le plan tout à fait à la fin, lorsque le psychiatre Dr Mabuse sort du bureau du commissaire Lohmann et passe dans ce couloir devant toutes les affiches où il y a marqué mort, 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 mort. C'est tout. Et ça suffit largement. Et c'est un plan où vous voyez que l'idée même de volonté de ce personnage, qui est que tout soit mort, le fait même qu'il soit vu par la caméra dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là, le détruit lui-même et va le détruire, etc. Amusez-vous
à revoir le film de Lang sous cet aspect-là, et vous verrez que c'est absolument passionnant, parce que bon, c'est la perfection absolue d'un système, qui est un système en effet lié philosophiquement à la philosophie 19e, Hegel et Nietzsche, et à la pensée 20e scientifique. Donc, un cinéaste de notre temps, même si aujourd'hui, un autre cinéma est en train de se faire. Bon, enfin, disons qu'il est quand même très marquant dans l'histoire du cinéma en tant qu'art représentant son époque. Alors, je ne sais pas, bon, j'ai beaucoup parlé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Lang que c'est pas facile, c'est pas simple. Mais là, je vous laisse la parole un peu pour discuter. Comment, attendez, oui, parce qu'on va vous donner le micro, parce qu'en plus, c'est enregistré. Bonjour. Bonsoir. Oui. Je suis étonné parce qu'il a fait Aime le maudit en 31 et il fait ça en 32. Donc ça laisse 12 mois de temps à peu près, un maximum. Avec en plus le même personnage. Avec le même personnage de le Loman. Commissaire et tout ça. Loman. Et alors, moi, il y a une chose qui me surprend, c'est qu'il a dû travailler avec les meilleurs designers, les meilleurs dessinateurs, les meilleurs photographes de cette époque. Ah oui, de toute façon, oui, bien sûr. Parce qu'il y a un esthétisme dans Aime le maudit et puis dans cette commissaire Loman qu'on vient de voir aujourd'hui, là, c'est vraiment la perfection. Donc, je pense qu'il avait la possibilité, à travers la culture allemande qu'il avait de cette époque-là, de travailler avec les meilleurs créateurs aussi. Et je pense que c'est ce qui fait la force du film. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'en 31-32, je vous ai cité précédemment les 3 grands cinéastes du muet allemand. Il y en avait d'autres qui étaient quand même de qualité, à commencer par Pabst, Dupont, etc. Aucune importance. Mais les 3 grands, c'est-à-dire Murnau, Lubitsch et Fritz Lang. Lubitsch est déjà parti aux États-Unis en 24. Murnau est aux États-Unis, mais vient de mourir en 31. Il vient de se tuer en voiture. Il est le dernier cinéaste de cette époque-là, en tant que grand cinéaste allemand. Mais il est réputé mondialement, internationalement, comme un des grands cinéastes de l'époque. Et il ne faut pas oublier que M, en particulier, a été un succès international. Et entre autres, Peter Lorre doit toute sa carrière à M. le Maudit. Donc, de ce point de vue, oui, c'est exact. Lang et travaille, oui, il peut se payer le luxe de travailler avec les meilleurs. Et en plus, on sait qu'il travaille en plus, comme beaucoup de cinéastes de cette époque-là, des grands cinéastes, ils travaillent souvent avec les mêmes personnes. Parce que c'est plus facile, en particulier les décorateurs, etc. Les costumes, enfin bon. Et en plus, évidemment, les lumières, il a travaillé avec Karl Freund, comme l'avait fait Murnau, etc. Enfin, donc il a les meilleurs, oui. Parce que quand on voit le montage, comment il est fait, il n'y a pas d'erreur, quoi. Oui, mais en même temps, vous avez pu remarquer que c'est une construction qui est très intéressante, parce que c'est écrit encore posé, c'est-à-dire posé et même un peu pesant. C'est-à-dire qu'on prend bien le temps de dire le texte et de jouer le texte, et en particulier par une gestuelle très intéressante. Je trouve remarquable la gestuelle de Hofmeister, c'est-à-dire donc de celui qui sera fou pendant tout le film jusqu'à la fin, qui est tout à fait magnifique, et en particulier la scène où Loman vient le voir dans sa cellule est remarquable, etc. Loman lui-même, cette façon de jouer qui est... enfin, il arrive tout à fait à faire accepter son jeu, quoi que ce soit un jeu tout absolument appuyé. Le personnage de Bohm, enfin du psychiatre, c'est un jeu très abstrait et quasiment expressionniste. Enfin, il y a tout un système de jeu qui est encore lié à l'époque, parce qu'on passe à la parole, et donc, d'une certaine façon, on rattrape
la théâtralité que le cinéma muet permettait, non pas d'éliminer, mais en tous les cas d'atténuer. Alors que là, il faut revenir au jeu un peu théâtral. Et cette théâtralité aurait pu être une gêne. Au contraire, ça devient une vertu dans le film. Ça devient une espèce de puissance, ce qui pourrait paraître aujourd'hui comme un truc d'époque, ça devient aujourd'hui tout à fait passionnant. Et ça, c'est une des choses aussi que j'aime énormément dans le film, alors que quand il va être en Amérique, aux États-Unis, là, il va évidemment prendre l'écriture américaine, donc beaucoup plus fluide, de continuité. On ne va pas insister sur chacun des plans. Mais ici, il y a ce côté insister. Chaque plan a son temps et sa temporalité. En même temps, il y a ce côté donc allemand, très, très fortement, ou germanique, et il y a aussi ce côté viennois, en particulier dans le côté, comme toujours chez Lang, où en général Lang n'est pas un cinéaste à travailler, à donner le beau rôle aux femmes, non pas qu'il soit contre, pas du tout, c'est que c'est l'homme qui l'intéresse, et l'homme je dirais, dans sa tragédie. Alors, la femme, chez lui, dans la plupart de ses films, sont reliées à je ne sais plus comment ça s'appelle, disons la grisette viennoise, le petit côté romantique, fleur bleue, danubien. Et il y a un petit côté, et là c'est très sensible sur l'héroïne, la jeune fille du film. Et on ne peut pas faire plus viennois que cette jeune fille dans le genre. Je m'émerveille, je t'aime, etc. On ne peut pas faire plus. Et il le fait passer sans ridicule. Alors qu'il pouvait très bien se casser la gueule. Je veux dire que c'est dangereux de jouer comme ça. Surtout que là, tu lui dis, j'ai tué 2 personnes, je suis une crapule, j'ai fait la prison, je t'aime, c'est merveilleux. Il faut savoir le faire, ça. Il faut savoir le faire passer, surtout. Et ça, il le fait admirablement bien. C'est un art, oui, je vous en prie. Attendez, une seconde. Oui. Qui est à l'origine de ce personnage de Mabuse? Est-ce que c'est Lang lui-même ou un écrivain? Non, le personnage de Mabuse, c'est un personnage du feuilleton. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique du feuilleton. Je dirais ce type de feuilleton-là. Oui, mais qui a donné le caractère ce type de feuilleton, c'est 1900. C'est déjà dans le feuilleton. Les années 1910. Journalistique évidemment, puisque les feuilletons viennent des journaux. Ils ont commencé au début du 19e, pour faire vivre les journaux d'ailleurs, et surtout pour que le client achète le journal le lendemain, pour avoir la suite. Bon. Donc ce que reprend aujourd'hui la télévision, etc., dans les séries, c'est vraiment une vieille chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à un moment précis, c'est-à-dire vers 1910, lorsque il y a des événements sociaux importants, à commencer par les anarchistes, parce que là aussi, le film renvoie aussi un peu aux anarchistes, au terrorisme, imposer la terreur pour prendre le pouvoir et en même temps pour amener à la destruction. Bon, cette caractéristique du début du XXe siècle va être prise en charge, en effet, maintenant par le feuilleton, qui va se servir d'un personnage toujours maléfique, dont je répète, Fantomas, Judex, enfin tout ce que vous voudrez. Et Mabuse est un personnage allemand créé à ce moment-là. Et simplement, Lang s'intéresse à ce personnage. On ne connaît pas l'auteur. Enfin, et va le faire sien, quoi. Comment? L'auteur. Enfin, ça n'a jamais été refait en livre ensuite. J'ai oublié le nom de l'auteur. Enfin, il n'est pas devenu célèbre grâce à Lang. Non, c'est un Maurice Leblanc allemand, quoi. Mais enfin, j'ai oublié son nom. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce que Lang en a fait de ce personnage. Et c'est un personnage, je répète, exemplaire, et en plus, dans l'univers des fictions comme ça, un peu excessives, et totalement, je répète, invraisemblables,
ou fantastique, puisque c'est quand même lié aussi au fantastique. Ce feuilleton-là de 1910, c'est un feuilleton fantastique, de toute façon. Son réalisme vient de ce qui se passe, de ce que l'on ressent dans la société et d'une certaine peur généralisée qui se vit dans la société. Mais bon, c'est une sorte de représentation, je répète, d'un phénomène de peur. Et ce fantastique-là, justement, Lang le précise bien. Il en fait à la fois, et dans les trois langues, dans les trois Mabuse, hein, celui de 21-22, celui-là est tout à fait passionnant, il est magnifique d'ailleurs, c'est peut-être pour moi son plus beau film muet. Celui de 32 est passionnant parce qu'en plus il est tout à fait dans ce qui est en train de se passer, non seulement en Allemagne, mais finalement dans le monde entier, de ce que ça va être. Et aujourd'hui encore, entre parenthèses, encore un peu prophétique par rapport au terrorisme et justement à la politique de la terreur. Nous en avons quand même encore les preuves. Et le troisième est tout à fait passionnant sur l'idée du capitalisme américain protecteur et en fin de compte très destructeur. C'est très intéressant. Le troisième était alors, totalement abstrait. Totalement abstrait. Par exemple, je vous prends le tout début du troisième. C'est une voiture qui roule donc horizontalement, n'est-ce pas, qui est sur l'écran. Une autre voiture arrive et couvre la première voiture. Et à ce moment-là, un meurtre se fait de la deuxième à la première voiture. Ce que vous avez ici dans cette merveilleuse scène d'ailleurs, de l'embouteillage pour tuer le docteur Kram, je ne sais plus quoi, vous l'avez dans la première scène, mais c'est purement abstrait. C'est-à-dire, c'est une image recouverte par une autre image, et à ce moment-là, si elle est recouverte par une autre image, la première image est niée par la présence de la deuxième image. Donc la deuxième image tue la première image, etc. Si vous prenez littéralement ce que ça signifie d'un point de vue visuel. Et là, c'est la quintessence des recherches languières. C'est une écriture absolument implacable et précise et sans fioriture. C'est net, précis et je répète, absolument abstrait. C'est ça qui est tout à fait étonnant, quoi. Oui, alors comme oui. Voilà, je voudrais parler d'un autre aspect Genre. de ce film. Vous m'entendez ? Allez-y. Je voudrais essayer de parler d'un autre aspect de ce film parce que ce qui m'a subjuguée dès le départ, ce sont les images et la beauté de ce noir et blanc. Parce que je pense que vous disiez que c'est un œil. Oui, mais c'est un œil de peintre. J'ai trouvé au niveau esthétique que l'esthétique, était associée à cette idée qu'il a des plans et à cette démonstration qu'il nous fait de sa virtuosité. Mais c'est une virtuosité aussi bien sur la narration que sur les qualités picturales de l'image. Au départ, on a des images qui je trouvais que c'était assez encombré. Il y avait beaucoup de détails. Et petit à petit, en même temps qu'on pénètre dans le film, j'ai trouvé que c'était extrêmement choisi. Tous les détails sont importants et les accessoires sont toujours des accessoires de très grande qualité. Alors là, je pense qu'il vient de Vienne, qu'il y a tout ce mouvement des ateliers, de l'art déco, etc. Et il a un choix très, très sûr. Quant au goût des lampes, des objets, il définit les personnages par les objets qu'il utilise. Enfin, c'est vraiment l'art de vivre de cette société. C'est à la fois stylisé, mais c'est en même temps toujours chez Lang extrêmement précis. Très précis. Et c'est le petit lézard transparent précis, du début. Très clair. Ah oui, oui. Même quand il fait du désordre. Oui, alors le désordre, on commence à le comprendre. Et j'avais l'impression de tableau quand il y avait les personnages. À commencer par le premier plan. Le premier plan, c'est quand même fait sur la poussière, sur une espèce de grenier épouvantable. Et bon, quand on voit l'arrivée de ce premier plan, ce mouvement
sur De la la caméra. poussière qui tombe, tout est sale. Voilà. On arrive, c'est très fort, on arrive sur un mur qui est éclairé en haut et dans l'ombre en bas, Voilà, ce qui est toujours déjà noir, hein. une sorte d'inversion étrange. Et la caméra regarde le haut éclairé du mur avec Oui, 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 oui. une corde comme une sorte de idée justement De la pendaison. d'étranglement. Et la caméra à ce moment-là descend à toute vitesse pour découvrir l'homme en bas en train de se cacher et d'écouter. Oui, oui, oui. C'est là encore très simple, en plus accompagné par ce son très sourd, Répétitif. comme un Voilà. battement de cœur terrifié, quoi. Voilà. C'est une Et façon. c'était vraiment ça Ah bah oui, que mais- j'ai ressenti. C'est-à-dire que je trouve que c'est une beauté qui C'est une subjugue. beauté, comme toujours chez Lang, à la fois en effet avec un côté pictural, mais surtout architectural. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même eu une connaissance de l'architecture et c'est toujours De très l'espace, intéressé à oui, l'architecture. Et à commencer évidemment par son film le plus célèbre, Metropolis. Metropolis a été quand même fait avec les gens du Bauhaus, hein, donc, Voilà, oui. c'est Je pas- voulais c'est simplement pas dire aussi que j'avais été fascinée par la poursuite en voiture. Ah bah, elle est magnifique, cette poursuite de Voilà, voiture. je trouvais ça. Elle a été reprise. C'était abstrait. C'était des Elle a tableaux été reprise abstraits de temps souvent, en vous temps. savez. Mais jamais personne n'avait cette idée du fantôme, enfin, l'idée de la pensée ou de la théorie de Mabuse, enfin, disons la théorie criminelle, qui devient d'un seul coup ce personnage fantomatique qui mène et qui conduit à la fois à l'hôpital, à la folie, mais aussi Ouais, au toujours danger de sa réalisation. Ça commence sur la réalisation, c'est-à-dire qu'on fait tout sauter. On fait sauter une usine à gaz, donc en d'autres termes, on peut tuer tout le monde. Enfin, c'est l'idée, quoi. Si la bombe atomique avait existé à l'époque, il aurait utilisé la bombe atomique, mais enfin, c'était plus difficile quand même. Oui. Merci. Et Hitler. Oui, pour ce film-là, oui. Pour le premier Mabuse, non, puisqu'il n'existait pas dans le premier Pour ce Mabuse. film. Mais dans ce film-là, bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que bon, Non, parce que ça... on parle, on présente les gaz, le feu. Enfin, non, et surtout, on présente la théorie nazie. Il ne faut pas oublier que Mein Kampf existe à ce moment-là. Donc, ben oui, Mein Kampf est déjà écrit, il a été publié. Donc, on connaît les théories nazies. Par ailleurs, Lang, c'est très étrange aussi la vie de Lang. Il est né dans une famille à la fois catholique, à Vienne, ou à côté de Vienne du moins, et puis, mais avec une mère qui est juive. Alors, ça aussi, c'est très complexe. Et en plus, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cet Autrichien est né quasiment en même temps qu'Hitler. Et oui. Ce sont quand même des rencontres pas inintéressantes. oui, bien sûr. Alors, il ne pouvait pas ouvertement... Puis en plus, on ne pouvait pas... En 1932, on voit quand même beaucoup de gens commencer à comprendre le danger hitlérien, mais on ne peut pas prévoir ce que ça allait devenir. Et ce qui est fabuleux, c'est que, au fond, c'est dit. Mais c'est dit sans le savoir. Incroyable. C'est ça qui est étonnant. Prémonitoire. Oui, c'est ce qu'on pourrait faire. En effet, c'est que, par exemple, Lang refusait qu'on dise qu'il avait prévu Hitler. Mais ça, il disait ça pour les années 1922-23. Dans ce film-là, c'est pas possible qu'ils n'y connaissent pas.
Pas possible. Et je répète, il y a eu cet événement tout à fait étonnant, c'est que Lang est quand même, je répète, le dernier grand cinéaste allemand en Allemagne, donc reconnu mondialement d'un point de vue international. Donc les Allemands, qui ont, en particulier les nazis, qui ont beaucoup admiré Metropolis, vont proposer, c'est Goebbels qui va proposer à Lang de devenir le Führer du cinéma allemand. Et quand Lang, ça rentre donc en début 1933, et quand Lang entend ça, bon, il comprend et il va partir en laissant tout sur place d'ailleurs, et il part en exil, quoi. Et donc, pendant 25 ans, ne reviendra plus en Allemagne. C'est pas innocemment, non, mais c'est évident que quand il fait ce film, je dis, ce film était immédiatement interdit par les nazis. C'est évident qu'ils n'allaient pas... ils n'étaient quand même pas tout à fait... Enfin, certains n'étaient pas tout à fait idiots chez les nazis, malheureusement. Oui, en plus, il a mis quelques phrases d'Hitler, oui. Parce que les discours d'Hitler, déjà, la radio faisait... on oublie trop que c'est la radio qui a fait les nazis, le nazisme. En 1920, vous ne pouviez pas le faire, parce qu'il n'y avait pas de radio. En 1930, vous pouviez le faire, parce que la radio existait et qu'elle s'était répandue partout. C'était la télévision de l'époque. Et donc, le message passait à la radio. Vous ne pouviez pas... politiquement, vous ne pouviez pas faire du nazisme en 1920. Alors que Dieu sait si en 1920, le traité de Versailles, qui a été une sottise monstrueuse et dont on a vu les conséquences par la suite, ça aurait pu en effet donner déjà une catastrophe à l'époque. Mais ce que Lang nous montre dans son premier Mabuse explique très bien ce qui va se passer par la suite. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On ne met pas à ce point à terre un pays où on le réduit à la misère, on le réduit à la famine, on le réduit, etc. Bon, ça a donné une catastrophe, évidemment, avec en plus la facilité de trouver le bouc émissaire, et puis après, on sait ce que ça a donné. Mais ça, c'est simplement un problème d'intelligence, et ça, Lang l'avait compris, mais il n'était pas seul. En revanche, c'est très intéressant aussi, parce qu'il travaille à ce moment-là, il est quand même plus ou moins avec elle, avec, comment ça s'appelle comment Oui, c'était Théa Van Arbou. Et Théa Van Arbou, il a travaillé depuis 1919 avec elle, bon, la plupart de ses scénarios, et même ici, elle est quand même présente. Et elle, en revanche, ne va pas partir en Allemagne, au contraire, elle va en Amérique. Au contraire, elle va rester en Allemagne et va devenir un peu nazi, quoi, un peu nazi sur les bords. Et Lang, à ce moment-là, ça sera la rupture totale. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se doute pas. Enfin, de toute façon, le monde intellectuel allemand de l'époque voit très bien venir la catastrophe. C'est pas trop difficile à voir. Hein. Enfin bon. Ben, écoutez, je crois que là, on a un film que je suis très, très content de vous avoir montré, parce que c'est un film qui n'est quand même pas si connu que ça de Lang, et qui mérite vraiment l'attention. Bien, ben, écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je vous en prie.